Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. À peine annoncé, déjà oublié. Non, je ne parle pas du gouvernement, mais des produits Apple. Bon, j'exagère un petit peu, mais alors que les iPhone 17 sont maintenant disponibles, une nouvelle vague d'appareils serait sur le point de déferler. Va-t-on avoir droit à un deuxième keynote à la fin du mois ? On va en discuter avec Christophe. Au programme de cette émission également, un App Store alternatif trace sa route, les écoutes indiscrètes de Siri poursuivent Apple et un nouvel accessoire disparaît des boîtes. Nous sommes le samedi 11 octobre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Il n'y a pas qu'en France où se déroule un grand jeu de chaises musicales. Chez Apple aussi, il y a du mouvement, notamment autour de l'Apple Watch. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane. Oui, ça va, mais enfin bon, j'ai vu cette fameuse invitation envoyée par Apple à certains influenceurs, mais moi je suis pas un influenceur, Non. pour passer quelques jours dans le Colorado. J'aurais pas été contre, mais bon, voilà. Mais je suis bien content d'être avec toi. Et toi, ça va bien d'ailleurs ? Ça va bien, oui, ça va bien. Parlons un peu politique, est-ce que tu y crois à John Ternus comme nouveau président ? De la République ? Non, D'Apple. plus sérieusement, alors moi il faudrait qu'il fasse quelques promesses avant que j'y croie. J'ai enfin des widgets lisibles dans macOS Tao et je trouve que la gestion de l'apparence dans macOS Tao est devenue très très compliquée. Il y a plein d'éléments, au moins dans trois ou quatre endroits différents. Alors, j'espère que quand il sera président, il mettra un peu d'ordre à tout ça. Bon, ça c'est plus du côté de Craig Federighi, mais ouais, il faut espérer qu'il fasse ça. Personne ne surveille, je pense que c'est ça le problème. Un bon gouvernement cohérent, voilà quoi. On va parler du premier sujet de la semaine. Alors, les fuites d'iPad Pro M5 en Russie la semaine dernière l'ont montré. Apple a encore des nouveaux produits dans ses cartons. D'après des rumeurs concordantes, plusieurs produits devraient être dévoilés dans les prochaines semaines. Outre les fameux iPad Pro M5 qu'on a déjà un peu vus, il pourrait y avoir un MacBook Pro M5 et un Vision Pro M5. Parce que oui, tant qu'à lancer la puce M5, autant le faire dans plusieurs appareils en même temps. On parle aussi d'une nouvelle Apple TV. Alors là, pas de puce M5, il n'y a pas besoin de tant de puissance dans ce petit boîtier, mais tout de même une A17 Pro, comme les iPhone 15 Pro. Cela rendrait l'Apple TV compatible avec Apple Intelligence et des portages de jeux consoles. Et puis, pourquoi pas une nouvelle génération de HomePod mini, tout comme un nouveau Studio Display. Au bout du compte, ça fait beaucoup de nouveaux produits. Alors, Christophe, keynote ou pas keynote ? Il va falloir acheter 2 sapins de Noël pour mettre tout ça, parce que ça prend de la place. Vous savez, c'est une question qui est assez compliquée à vrai dire, tellement que... En fait, on est un petit peu dans un flou de rumeurs. En fait, tout était clair au début. Et puis, il y a cette histoire de MacBook Pro M5 qui vient mettre un peu le bazar. Moi, je pensais pas trop à un keynote, à vrai dire, ces derniers temps. Mais si un MacBook Pro M5 se glisse dans l'équation, alors pourquoi pas ? Ceci dit, oui, en fait, pourquoi je dis que ça rajoute beaucoup de flou ? Parce que ce qui est assez étonnant, enfin, si l'on en croit les rumeurs, c'est qu'on aurait le modèle standard qui sortirait en M5, donc au mois d'octobre ou début novembre, tandis que les autres modèles de la gamme, avec des déclinaisons plus évoluées, ce serait plutôt pour l'année prochaine. Alors pourquoi faire un lancement en 2 temps ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Enfin, je veux dire, les MacBook Pro M4, ils sont très bien comme ils sont. Je crois pas qu'il y ait des gens qui attendent absolument la sortie de ces MacBook Pro M5 qui sont en plus vus plus comme un spin bump qu'autre chose. Enfin, a priori, il n'y a pas la fonctionnalité qui ferait la différence. Donc, oui, c'est assez fouillis. Je sais franchement trop pas quoi en penser. C'est comme ce Studio Display. En fait, toutes les annonces Mac pourraient finalement attendre très tranquillement au début de 2026. Mais on sent que ça s'agite chez Apple. Pourquoi pas une petite conférence comme il l'avait fait une fois, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, en pleine nuit pour Halloween, juste une vidéo d'une demi-heure, tu vois, c'est pas un keynote complet, mais c'est une petite présentation sympa quand même. C'est mieux qu'un communiqué de presse, quoi. J'allais te dire 2 choses. Un, j'aimerais bien qu'on soit vite fixé parce que j'aimerais bien prendre quelques jours de vacances. Et la deuxième, le keynote à 2h du matin,
Moi, si on pouvait éviter, c'est pas plus mal, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais oui, mais c'est ça, mais à la limite, pourquoi un keynote pour le MacBook Pro M5? Enfin, je veux dire, enfin, maintenant, on sait à peu près ce qu'amène la puce M5 grâce aux fuites relatives à l'iPad Pro. Bon, je suis persuadé que ça sera une excellente machine, mais Bah, ça serait ce pas serait presque seulement pour curieux, quoi. le MacBook Pro M5, tu vois? Il y a aussi les iPad Pro M5 et puis le Vision Pro, ça permettrait de le remettre en avant parce que bon, c'est pas trop la joie, du côté des ventes, le Vision Pro donc Ce que tu dis est tout à fait logique, mais c'est là aussi où je suis un petit peu dubitatif, c'est qu'Apple a toujours fait, à part au tout début, le service mais minimum du minimum pour le Vision Pro. Alors peut-être que tu as raison et qu'ils vont se dire: «Bon, avec la puce M5, on va lui donner une seconde chance». Alors imaginons que, bon, il y aura sans doute moins d'imitations techniques, qu'ils fassent quelques efforts sur le prix. Ils ils peuvent espérer quelque chose de cette génération, je veux dire, une petite relance des ventes, hein. C'est peut-être possible, mais bon, j'attends de voir. On continue, le tour de l'actu avec le DMA. Alors cette fois, ce n'est pas pour parler, une énième fois, du conflit entre Apple et la Commission européenne, même si les 2 parties seraient apparemment proches d'un accord pour éviter, des amendes. Non, on va plutôt parler de Alt Store, la boutique d'app alternative pour l'iPhone qui a réussi à faire son trou. La petite boutique a annoncé une levée de fonds de 6 millions de dollars qui va lui permettre de renforcer son équipe. Sachant en fait qu'ils sont toujours que 2 personnes aujourd'hui à ma connaissance derrière, Alt Store et avec cet argent, donc la boutique compte, se lancer, dans de nouveaux pays où Apple va être obligé d'autoriser les concurrents à son App Store. Alt Store s'est fait connaître, notamment en devenant la boutique dans laquelle on peut trouver des apps interdites par Apple sur, l'App Store. Alors il y a cette fameuse app de porno, mais pas que, on y trouve aussi des émulateurs et des clients, torrent. Est-ce que cette boutique alternative, c'est pas la plus grande réussite du DMA finalement? Bah, pour te répondre, je pense que ça montre à la fois le succès et l'échec du DMA. Les seuls finalement qui ont vraiment essayé de lancer une véritable boutique, ce sont eux. Alors Epic a lancé sa boutique plus récemment, mais c'est quand même relativement curieux de voir, que des gens qui auraient peut-être un intérêt à se lancer sur l'App Store, mais je pense évidemment à Meta ou à Microsoft, Mmh. regardent ça de loin ou même, Google, hein. Alors ils pourraient faire, je sais qu'il y a cette histoire notamment de DIM, mais ils pourraient malgré tout faire des tests qui permettraient quelque part de faire de monter la pression. Ils pourraient par exemple limiter, leur boutique à un certain nombre d'utilisateurs, regarder ce qu'on peut faire, mais on est bridé par Apple ou ce genre de choses. Alors donc voilà, les seuls qui ont vraiment essayé effectivement, ce sont ces 2 jeunes entrepreneurs. Alors j'ai vu, leur billet, qui parlait donc de leur projet pour l'Alt Store. Malgré tout, ça sonnait assez creux. Alors c'est vrai, c'est indéniable, ils ont réussi à fédérer une petite communauté de développeurs. Ils cherchent, à s'intégrer dans un certain écosystème. Ils ont annoncé des accords avec, ce qu'on appelle le fait divers. Voilà, ils ont levé 6 millions de dollars, c'est quand même pas rien, surtout que finalement ils sont que 2, c'est un beau petit succès. Mais derrière, c'est un peu le grand vide, c'est-à-dire qu'ils ont pas ou donné ou très peu, donné d'indications, concernant le succès de cette boutique. D'ailleurs, il y a même un truc, j'ai été sur leur site et je me suis dit: «OK, ils ont levé 6 millions de dollars, très bien, Alstor». Mais alors Alstor, c'est quoi comme boîte? Enfin, c'est une boîte européenne? C'est une boîte américaine? Ce genre de choses. J'ai cherché des informations sur le site web et j'ai trouvé aucune information sur ça. Ça montre l'état dans lequel est Alstor. C'est-à-dire, si vraiment on parle d'aspect commercial, enfin on parle d'une start-up qui en est vraiment à ses tout début, comme tu disais, ils sont peut-être, encore que 2, et que, bah, effectivement, ils veulent, se lancer de mémoire. Alors, c'est quoi? C'est Brésil, Japon, et Et il y a encore Australie, quelques ouais. et Australie, voilà. Ah bah, c'est sûr qu'ils ont intérêt à se staffer pour, supporter, cette montée en charge, tout voilà, et puis il y a toujours cette histoire de modèle économique qui est assez floue par rapport notamment à tout ce que met Apple, en place pour compliquer, on va dire, la vie, des App Store tiers. Mmh.
C'est vraiment 2 gars, dans un garage, on pourrait résumer ça comme ça, mais qui a quand même réussi à faire bouger, Apple sur certaines choses. Je pense aux émulateurs sur, l'App Store. Si, Alt Store n'avait pas, autorisé eux-mêmes les émulateurs, peut-être qu'on n'aurait toujours pas, d'émulateurs non plus sur la boutique officielle d'Apple. Ah non, mais clairement, et en plus, je pense que Tim Cook a une dent contre eux. Moi, j'avais beaucoup rigolé quand j'avais vu le communiqué de presse un peu rageur d'Apple, lorsque l'App Store avait justement annoncé la première application porno. Mmh. Et bon, en tout cas, d'un point de vue buzz et marketing, ils font un excellent travail, hein, ça c'est certain. Ils arrivent à faire parler d'eux. Maintenant, il faut transformer quelque part. On pensait que c'était de l'histoire, ancienne, mais non. 6 ans après les révélations initiales et les premiers correctifs, l'affaire des écoutes de Siri continue de poursuivre Apple. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre l'entreprise concernant la collecte de milliers d'enregistrements, d'utilisateurs par l'assistant vocal. Alors je vous fais un petit rappel, des faits. En 2019, le Guardian révèle que des sous-traitants d'Apple écoutent les enregistrements de Siri afin d'améliorer ses réponses. Alors plusieurs problèmes sont soulevés. D'abord, les utilisateurs ne savaient pas forcément que des oreilles humaines pouvaient écouter leurs conversations. Et en plus, ils ne savaient pas toujours qu'ils étaient enregistrés car Siri pouvait se déclencher accidentellement. Alors Apple a rattrapé le coup en catastrophe en ajoutant une demande explicite de partage de données avec Siri. Et donc aujourd'hui, 6 ans plus tard, la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris se saisit de l'affaire à la suite d'une plainte déposée par la Ligue des droits de l'homme. Elle peut aboutir sur quoi cette enquête, Christophe ? Un petit chèque aux utilisateurs, comme ce fut le cas aux États-Unis. Oui, c'est possible. Je vois que Ouais. ça. Non, mais le timing de l'affaire, alors me surprend à moitié parce que bon, on parle, comme tu disais, le Guardian en a parlé, a révélé l'affaire en 2019, donc c'était il y a déjà 6 ans. Ce thème a quand même fait beaucoup de bruit dans les médias mainstream. Je crois qu'il y avait même, Élise Lucet qui s'était emparée du sujet. J'ai un doute, mais voilà. Enfin, ça, en tout cas, ça avait fait beaucoup de bruit. Oui, oui, oui. Ouais. Et donc maintenant, voilà, on est en septembre 2025 et il se réveille. Enfin, ça me paraît un peu tardif. Alors, je pense que en fait, ce qui a déclenché un nouvel intérêt, c'est effectivement l'accord à l'amiable aux États-Unis en début d'année. Donc je me souviens plus du montant du chèque que les utilisateurs vont recevoir. 96 millions de dollars. Voilà, voilà. Bon, c'est pas grand-chose pour Apple. Hein. Non, ça va. Mais ça fera pareil pour l'Union européenne à peu de choses près. Donc voilà, mais voilà le timing, enfin c'est assez étonnant. Enfin, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Et alors, l'autre réflexion que j'ai, c'est et Google et Amazon, ils passent sous le radar parce qu'ils ont eu à peu près, ils ont connu les mêmes accusations qu'Apple avec Siri. Bon, quoi qu'il en soit, qu'il y ait une enquête, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me paraît totalement normal si l'on met de côté ce timing un petit peu tardif. Oui, parce que d'ailleurs, le lanceur d'alerte qui est français, en fait, expliquait à Politico que ce qu'il voulait avec cette enquête, c'est avoir des réponses plus précises sur les pratiques d'Apple avant 2019, donc le nombre d'enregistrements, comment c'était traité, tout ça. L'enquête doit aussi servir à ça. Ouais. Mais c'est ça qui est d'autant plus fou, c'est que, effectivement, comme tu le dis, le lanceur d'alerte est français. Il a fait beaucoup de choses justement pour que pour que la justice se saisisse de cette affaire. Ouais, il y aurait tout pour qu'on soit en pointe presque, quoi. Et ben non, là on arrive, peut-être pas bon dernier, mais enfin en fin de peloton, quoi. On va suivre ça dans tous les cas. On termine le tour de l'actu avec une actu un peu plus légère comme une boîte sans accessoires. Et oui, parce que depuis quelques années, vous l'avez remarqué, Apple ne fournit plus de chargeurs avec les iPhones ni les iPads. Et maintenant, ce sont les câbles qui sont en voie de disparition. Alors, il y en a toujours avec la plupart des produits, mais plus avec les dernières AirPods, c'est-à-dire les AirPods 4 et les AirPods Pro 3. Côté Android, Sony a retiré le câble de la boîte de ses smartphones depuis quelques années. C'est assez notable parce que généralement les fabricants Android sont plutôt du genre à mettre plein d'accessoires. Christophe, le retrait du câble, c'est plutôt la suite logique des choses, non ?
Oui, oui, on se demande qu'est-ce qu'il y aura dans les boîtes à la fin, mais Bah, non, vu non, ces mais appareils, quoi, hein. encore, sait-on jamais. Non, non, mais ceci dit, oui, tu parles des cas Android, enfin, ça dépend parce que lorsque tu achètes des produits chinois, il y a quand même une mentalité assez différente, hein. Alors, je parle pas de smartphone, mais quand tu achètes des produits, des objets connectés ou ce genre de trucs, ils ont quand même tendance à te mettre un max d'accessoires histoire que tu sois content. Oui, oui, oui. C'est leur logique, mais Je me c'est comme souviens ça. de smartphones Xiaomi ou OnePlus où en fait, bon, tu avais le chargeur, mais tu avais aussi le film pour l'écran, la protection pour l'écran, petit chiffonnette, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, ils mettent beaucoup de choses généralement. Ouais. C'est ça. Donc oui, donc comme on dit, c'est dans la logique. Après, je trouve ça plutôt bien. Il y a juste une chose qui me fait peur. Alors après, ça dépend, mais c'est que des gens se retrouvent ou achètent des câbles USB-C qui soient entre guillemets pourris ou de premier prix, qui se dégradent vite ou qui soient, enfin, qui n'aient pas un fonctionnement optimal ou que ça crée de la confusion. Tu sais, il y a de temps en temps, il y a des câbles de recharge et des câbles de transfert en fonction de ce que tu veux par rapport à l'USB-C ou le Thunderbolt. Mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Mais ça me faisait penser parce qu'on est quand même, enfin, je sais même plus quand cette transition a commencé, mais j'ai maintenant l'immense majorité, on va dire, de mes produits électroniques qui sont à l'USB-C. Mmh. Et j'étais un peu sceptique hein, quand on avait appris qu'Apple allait être forcé tôt ou tard à mettre un port USB-C aux iPhones. Mais voilà, il faut le reconnaître, moi je trouve ça quand même plutôt pas mal, dans l'ensemble, c'est voilà, on se prend moins la tête et puis, bah, il y a juste maintenant quand tu vois un vieil appareil en se disant: «Oh mince, mais ça c'est encore de l'USB, mini» ou «Ah ça c'est du Lightning», bah, tu finis presque par tiquer, quoi. Ah ouais. C'est vrai que le seul, petit problème avec l'USB-C, c'est que tu sais pas forcément ce que ton câble fait. Si c'est de l'USB 2, l'USB 3, s'il gère au-delà de 60 watts, ça, malheureusement, la plupart, l'indiquent pas clairement. Donc, faut parfois vérifier. Pour la recharge, généralement, ça gêne pas, mais si tu veux Mmh. transférer les données, c'est là que ça se complique un peu. Mais là, il y aurait presque, matière à faire quelque chose, au niveau de l'Union européenne. Je dis ça, je dis rien, mais ce serait pas enfin, non, mais c'est vrai qu'il faudrait parce que, enfin, que tu vois un câble USB-C, là, tu te dis pas: «Ouh là, ça, c'est du Thunderbolt», hein. Enfin, tu alors il y a certains câbles, quand ils sont courts, tu peux dire: «Ah, ça, c'est peut-être un câble pour le transfert», mais ça va Ouais. pas beaucoup plus loin, ouais. Mmh. Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou une autre plateforme de podcast si vous appréciez Sortie de veille. Salut à tous, à la semaine prochaine.